Bien, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à cette journée pour parler de la question de l'inclusion des personnes avec un trouble du spectre autistique. Donc, je remercie les organisateurs d'avoir d'abord mis en place cette journée et pouvoir mettre à l'honneur les troubles du spectre autistique. Alors, je suis psychiatre infanto-juvénile, donc ça veut dire que je vois énormément d'enfants et d'adolescents et je suis ces enfants et ces adolescents parfois au travers de leur parcours scolaire, mais on se rend bien compte que l'autisme est souvent une problématique qui est liée à l'enfance et à l'adolescence et bien souvent quand on arrive dans le monde de l'adulte, les relais sont plus difficiles à trouver et on voit que le travail est tout autant nécessaire. Alors, s'il existe vraiment des avancées en matière d'inclusion dans l'autisme, que ce soit de l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement universitaire, on se rend compte qu'il y a encore énormément de travail à réaliser pour avoir de véritables inclusions. Il est donc important d'organiser des journées comme aujourd'hui et de former des enseignants au mode de pensée autistique et à ses répercussions sur les apprentissages scolaires. Alors, je vais aujourd'hui tenter de vous expliquer ce qu'est le mode de pensée autistique avec mon mode de pensée à moi, mais surtout avec l'expérience que j'ai des jeunes que j'ai rencontrés et aussi les témoignages. Vous savez que les témoignages des personnes avec autisme nous aident beaucoup à mieux comprendre leur manière de penser, leur manière de fonctionner. Alors, l'autisme en 2019, l'autisme est devenu vraiment un problème majeur de santé publique. On parle d'une prévalence de 1%, avec 4 garçons pour une fille. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre de filles qui soient sous-diagnostiquées, notamment des filles qui ont des bonnes compétences sur le plan de l'intelligence et donc effectivement qui ont tendance à camoufler leurs difficultés. L'autisme est devenu beaucoup plus médiatisé au travers des films, des séries, des romans, des témoignages ou des bandes dessinées et ils nous permettent effectivement de mieux appréhender ce monde de pensée. Il y a parfois aussi une banalisation du mot avec une utilisation à outrance dans un langage commun et donc on assiste quand même à un clivage, en tout cas en Belgique, qui est moins prononcé entre des positions théoriques extrêmes. Vous savez qu'il y a eu des oppositions dans les théories les psychanalytiques et cognitivo-comportementalistes et qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas en Belgique, il y a une ouverture dans le champ de l'autre avec une reconnaissance des compétences de chacun et vraiment de la nécessité d'une cohérence et d'une complémentarité autour de l'enfant. Alors, quelle est la définition de l'autisme ? Le trouble du spectre autistique, selon le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic de santé mentale, donc prévoit 2 grandes catégories de signes. D'une part, des déficits en ce qui concerne la communication et les interactions sociales. D'autre part, un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Alors, comme ce nom l'indique, on parle d'un spectre, c'est-à-dire d'une grande hétérogénéité de tableaux cliniques, qui va effectivement des personnes qui ont une absence de langage avec un déficit cognitif sévère à des personnes qui ont un très bon niveau de langage, voire un niveau très supérieur sur le plan de l'utilisation du langage, mais également des très bons niveaux d'intelligence. C'est évidemment plus dans ce pôle que nous allons nous retrouver aujourd'hui. Alors, ce qui veut dire aussi qu'en termes d'hétérogénéité, il y a une nécessité d'adapter spécifiquement à chacun et d'avoir une certaine cohérence entre les différents acteurs de terrain et offrir une continuité aux différents âges de la vie. Alors, l'autisme est parfois considéré donc comme une neurodiversité, une différence de fonctionnement. Laurent Motron parlera d'une autre intelligence, une autre manière d'être au monde, une autre manière de penser. Alors, en ce qui concerne le langage et la communication, on va retrouver chez ces personnes qui ont un bon niveau intellectuel et un bon niveau langagier, souvent un vocabulaire très riche avec l'utilisation de termes très précis.
Un discours authentique, donc avec des enfants, des adolescents qui vont parler sans filtre, qui vont dire ce qu'ils pensent et parfois faire des commentaires inappropriés, incongrus ou parfois en dehors du contexte. Leur compréhension est souvent littérale, c'est-à-dire avec une interprétation mot à mot de ce qui est dit, et on sent qu'il y a une difficulté dans la compréhension des notions d'abstraction, d'implicite, mais aussi de sous-entendu, de second degré, d'humour et de métaphore, ce qui est extrêmement important quand on enseigne à un enfant qui a de l'autisme, parce qu'effectivement, on le verra, et j'y insisterai, l'importance de consignes qui soient claires et précises, sans implicite. La prosodie peut être parfois un petit peu plus particulière. Il peut y avoir dans le discours une multitude de détails qui laissent de côté l'essentiel, ce qui peut parfois donner aussi l'impression d'un discours qui est plus confus, qui est peu structuré, mais on verra qu'effectivement, quand on interroge le jeune, son discours tient tout à fait la route, mais effectivement, de la manière dont il perçoit les choses, c'est ça qu'il va transmettre. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est l'utilisation du langage dans un contexte social, donc tout le domaine de la pragmatique. Alors, on verra qu'effectivement, ce sont généralement des jeunes qui ont un visage peu expressif, qui font peu de gestes, une absence de contact oculaire ou un contact oculaire fuyant. C'est ce qu'on retrouve généralement chez les tout petits enfants. La communication est très autocentrée, c'est-à-dire que les jeunes vont essentiellement parler des sujets qui les intéressent. On a parlé de l'intérêt pour les trains ou de l'intérêt pour l'informatique, pour l'histoire, pour la géographie, pour les transports. Et donc, effectivement, ces intérêts très, très spécifiques vont faire en sorte que ces jeunes vont développer une connaissance approfondie et qu'effectivement, ils ne vont pas tenir compte de l'intérêt de leur interlocuteur ou de son degré de connaissance. Je pense à un jeune qui aime beaucoup me parler d'informatique et faire des circuits extraordinaires en informatique, mais sans toutefois se rendre compte que ma connaissance en informatique est vraiment très limitée. Ils ont parfois des difficultés à trouver d'autres sujets de conversation, mais aussi parfois pas la motivation ni l'intérêt de développer ces autres intérêts. Je pense à une jeune qui effectivement disait « mais c'est compliqué d'avoir des contacts dans la cour de récréation parce qu'ils parlent tous des séries télévisées ». Une autre qui disait « mais ils parlent tous des matchs de foot ». Et quand on leur propose, on leur dit « mais écoutez, peut-être que ça serait intéressant de regarder une série ou un match de foot, mais non, pourquoi est-ce que je vais faire quelque chose qui ne m'intéresse pas ?» Donc il peut y avoir donc, des difficultés dans l'art de la conversation, puisqu'effectivement, les sujets sont souvent les sujets spécifiques, et il y a parfois aussi dans cet art de conversation une difficulté à tenir compte de l'autre. Donc ce sont des enfants qui vont avoir tendance à interrompre la conversation, à dire ce qu'ils pensent. On le voit aussi, la communication est compliquée. La communication est compliquée dans la difficulté à demander de l'aide. Et je pense que là aussi, c'est une notion importante parce que quand on enseigne à des enfants, il faut probablement être proactif parce que l'enfant ne va pas spontanément venir dire qu'il n'a pas compris ou qu'il a mal interprété la consigne. Les interactions sociales, qui concernent à la fois la perception de l'environnement social. On va voir que ce sont généralement des jeunes qui ont des difficultés à décoder les expressions du visage, et notamment les différentes émotions. Et donc, effectivement, on essaiera de voir pourquoi. Ils ont l'intérêt pour l'environnement social est généralement marqué par peu d'initiatives d'interaction, des jeunes qui vont être en retrait, qui vont avoir une absence de spontanéité dans les relations et qui peuvent aussi parfois avoir le désir d'être dans la relation, le désir de se faire des amis dans la cour de récréation, mais avoir une grande maladresse sociale, c'est-à-dire effectivement arriver, bousculer les autres ou être très dirigiste dans les jeux par rapport aux autres. Ce qui est plus compliqué aussi, c'est la compréhension des situations sociales. On voit que ce sont des jeunes qui souvent ont une difficulté à s'intégrer dans les groupes et à comprendre les enjeux relationnels. Une difficulté à se mettre à la place de l'autre, à tenir compte du point de vue de l'autre, on le verra dans ce qui concerne l'empathie et la théorie de l'esprit.
et, pour citer M. Chovanec, une difficulté aussi à se défendre. Et donc, effectivement, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est que souvent, les jeunes vont dire, au fond, mais quand je dois me défendre, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le mode d'emploi. On va apprendre les interactions sociales, on va apprendre comment on est bien avec les autres, mais souvent on oublie d'apprendre comment on peut se défendre quand on vit quelque chose comme une injustice. Parmi les caractères restreints et répétitifs des comportements, des intérêts ou des activités, on peut retrouver les stéréotypies, qui peuvent être des mouvements de balancement, le besoin de sortir de la classe, d'aller faire des allers-retours dans la cour de récréation. La sensibilité à tout type de changement, parfois minime, l'importance des routines pour pouvoir appréhender l'environnement, et on va voir que parfois le retard, le changement de professeur, le changement de lieu peut générer un stress important. Donc il y a une certaine rigidité de la pensée, parfois avec un besoin de pouvoir anticiper les choses d'une certaine manière. Des troubles au niveau de la régulation émotionnelle, les troubles de la régulation émotionnelle qu'on va très fort revoir chez les petits, avec à la fois parfois vraiment des débordements émotionnels et qui peuvent apparaître parfois chez les plus grands lors d'une accumulation de stress. Et puis plus souvent à la maison, le parent dira « mais au fond, je n'ai pas compris, il y a eu un petit détail qui a été compliqué et ça a été l'explosion », mais certainement aussi parce qu'il y a une accumulation de stress et à un moment donné, ça déborde. Alors, ce qui est particulier chez ces jeunes aussi, c'est leur excellente mémoire visuelle. Vous ne devez pas en tout cas les enfants, il ne faut pas leur rappeler 2 fois le chemin pour arriver au bureau ou pour aller à tel endroit. Il y a aussi comme particularité, certains vont présenter une pensée en détail, donc aller repérer les petits détails, les petites modifications, parfois qui fait perdre la cohérence de l'ensemble, des intérêts parfois restreints, répétitifs, des activités répétitives mais qui peuvent être aussi variées dans leur répétition. Et chez les enfants, ce qui sera caractéristique, c'est une absence de jeu de faire semblant, de jeu symbolique et souvent une pauvreté du monde imaginaire. Alors, ce qui est très caractéristique et qui doit nous interpeller aussi, ce sont les sensibilités sensorielles particulières. Il faut savoir que plus de 95 personnes avec troubles du spectre autistique présentent des sensibilités atypiques, dont la plus fréquente est la sensibilité auditive. Et donc, ce sont des enfants qui vont ne pas supporter des bruits forts, mais ce sont aussi des jeunes qui peuvent être très inconfortables par des bruits comme le cliquetis, le bruit d'un radiateur, le bruit d'un ventilateur ou le bruit du voisin qui joue avec son bic. Donc, il peut les amener à vraiment beaucoup de distractions par rapport à cela. Dans les sensibilités sensorielles particulières, on va retrouver aussi les stimulations visuelles. On sait que certaines luminosités intenses, voire les néons, peuvent être tout à fait dérangeants. Les sensibilités tactiles, une incapacité de toucher certaines matières, parfois aussi le fait de se retrouver dans des endroits bondés où les personnes se touchent peut être très inconfortable, porter certains vêtements. Un odorat qui peut parfois indisposer, et certains goûts qui peuvent être particuliers et avec parfois des enfants qui ne vont pas supporter certaines odeurs, textures ou couleurs. Et donc, il peut y avoir une véritable sélectivité alimentaire importante, c'est toujours important à savoir, et une sensibilité particulière au mouvement. Le bruit, le mouvement peut être très inconfortable. Alors, pour vous illustrer ce qui peut se passer à l'école, j'ai repris un extrait de Sainsbury qui nous dit « Les couloirs et les halls de presque toutes les écoles classiques sont un tumulte permanent de bruits renvoyés en écho, de lampes à fluorescence, un motif particulier de stress visuel et auditif pour les personnes appartenant au spectre autistique, de cloches qui sonnent, de gens qui s'entrechoquent, d'odeurs de produits d'entretien, et ainsi de suite. Pour quiconque avec les hypersensibilités sensorielles et les problèmes de traitement des sensations typiques du spectre autistique, le résultat est que souvent, nous sommes la plus grande partie de nos journées proches de la surcharge sensorielle. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important, mais savoir aussi qu'effectivement, il y a une fatigue psychique qui peut s'installer de par tous ces éléments extérieurs.
Alors, les signes cliniques qui peuvent être associés, ça va être effectivement des difficultés sur le plan moteur. Certains vont présenter de la dysgraphie, des difficultés de psychomotricité fine, parfois de la dyspraxie. Et on va retrouver effectivement de façon plus importante chez les adolescents et les jeunes adultes des troubles anxieux, des troubles dépressifs, d'autant qu'effectivement, quand l'intégration sociale est complexe et compliquée. Alors, quelles sont un petit peu les hypothèses, que ce soit cognitives et neuropsychologiques, qui vont nous permettre de comprendre ce mode de fonctionnement? Alors, j'en ai mis 4 ici en avant que je vais reprendre ici. Donc, la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est cette capacité pour l'individu d'attribuer des états mentaux à lui-même et aux autres. Alors, je vous fais un petit test qui est assez classique, qui est assez basique aussi dans la théorie de l'esprit, qui a été c'est l'expérience de Sally Ann que Simon Baron-Cohen a exposée. Donc, vous voyez ici, vous avez Sally qui a un panier, Anne a une boîte, et Sally a une bille, et elle met la bille dans son panier. Sally sort se promener. Anne sort la bille du panier et la met dans la boîte. Et à présent, Sally revient et on va demander à l'enfant, elle veut jouer avec sa bille, mais où Sally ira-t-elle chercher sa bille? Alors, c'est un test qu'on fait passer aux enfants entre 3 et 5 ans. Alors voilà, l'enfant qui a une théorie, donc qui peut tenir compte du point de vue de l'autre, va dire dans le panier, puisqu'elle a laissé la bille dans le panier. L'enfant qui a une difficulté à tenir compte du point de vue de l'autre et à se mettre à la place de l'autre va dire dans la boîte, puisque la bille est dans la boîte. Donc c'est effectivement, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la théorie de l'esprit. Alors je suis pas spécialisée dans la théorie de l'esprit. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus spécialisés, mais effectivement, donc ça nous montre cette difficulté à tenir compte du point de vue de l'autre. Et Uta Frith, dans son livre sur l'énigme de l'autisme, nous fait part de réflexions qu'elle a eues à propos d'un tableau de Georges de la Tour. Alors, vous regardez ce tableau. Alors, donc, c'est Georges de la Tour, donc au musée du Louvre à Paris. Et donc, on va essayer de voir un ensemble. Je vous laisse voir un ensemble d'indices. On a effectivement un monsieur qui a caché une carte, l'as de carreau. On a la servante qui est debout, qui a un regard vis-à-vis de la dame qui est au milieu. La dame qui est au milieu qui pointe le monsieur en disant, on se demande si effectivement ils ont compris qu'il y avait un tricheur. Donc il y a quelque chose qui se joue là entre les personnages. Et puis de l'autre côté, l'autre monsieur semble tout à fait absorbé dans son jeu de cartes. Et on n'a pas l'impression qu'il est au courant de ce qui se trame de l'autre côté de la table et qu'il risque effectivement de perdre sa fortune suite à cette tricherie. Et Uta Frith explique ce tableau dans son livre sur l'énigme de l'autisme et elle a un commentaire d'une personne avec autisme qui lui dit « Mais au fond, moi, j'ai été voir ce tableau, je me suis beaucoup intéressée à la qualité des pinceaux, à la douceur des pigments, au réalisme de ce tableau et à la manière dont on a pu reproduire le réalisme de ce tableau. Et au fond, la question est de dire, au fond, quelle est finalement, il y a là deux manières de voir ce tableau. Est-ce qu'effectivement, il vaut mieux voir la tricherie ou voir la manière dont ce tableau est réalisé? Donc, voilà ce qu'il en est un petit peu. Je ne vais pas m'attarder sur cette théorie de l'esprit, mais en termes de faiblesse, donc l'autre point, c'est la faiblesse de la cohérence centrale. On va parler d'un déficit du traitement global des informations ou de la recherche du sens qui découle de la combinaison de plusieurs sources d'informations entre elles. Et donc, ce qui fait que ces jeunes sont souvent extrêmement doués dans tout ce qui est des puzzles, des figures cachées, et ils vont parfois avoir une difficulté à dégager les éléments essentiels d'un discours, des détails factuels.
Alors, en ce qui concerne la perception, là, on va voir qu'effectivement, on va plutôt parler de capacité anormalement élevée à extraire et à distinguer des paramètres psychophysiques, que ce soit au niveau de la perception visuelle ou de la perception auditive par rapport à l'environnement. Et Laurent Montron parlera même d'un surfonctionnement perceptif, donc vraiment non pas une absence de déficit dans le traitement global, mais une supériorité du traitement des propriétés élémentaires dans le domaine visuel et auditif, ce qui pourrait expliquer effectivement la supériorité de ces personnes dans toutes les épreuves visuospatiales. Alors, parmi les stimuli sociaux, alors je ne sais pas si vous voyez relativement bien, il n'y a pas de pointeur, non, j'ai oublié. Donc ici, effectivement aussi, Klein a beaucoup étudié la manière dont les personnes avec autisme regardaient les visages et les situations. Et donc ici, c'est un extrait de film où il a mis des capteurs au niveau des yeux. Et on voit effectivement qu'il a comparé un groupe de personnes avec autisme avec un groupe de personnes qui n'ont pas d'autisme. Et donc on voit que les personnes qui n'ont pas d'autisme, il y a un rond blanc qui se situe sur le regard du monsieur, tandis qu'effectivement, vous voyez le rond noir, c'est-à-dire que les personnes qui ont de l'autisme vont plutôt avoir tendance à aller regarder la bouche, regarder des éléments extérieurs au visage ou plus dans le contour du visage. Et donc, ce qui effectivement peut se dire, il y a peut-être dans notre manière à nous de fonctionner un ensemble d'informations qu'on va décoder au travers du regard et qui va se décoder de façon différente chez des personnes avec autisme. Et donc, ce sont des expériences qu'il a réalisées également chez des enfants très jeunes et où il voit effectivement que déjà des tout petits bébés vont plutôt se focaliser sur la bouche ou sur les mains de l'adulte plutôt que sur le regard. Donc, la quatrième hypothèse sont les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont ces processus qui dépendent des régions préfrontales du cerveau et qui permettent de s'ajuster à des situations nouvelles au moyen de comportements non automatiques. Et ce qui va nous intéresser particulièrement dans le cadre de ce sujet, c'est d'une part le manque de flexibilité. Donc la flexibilité, c'est cette capacité à passer d'une activité à une autre en fonction des exigences de l'environnement. Et on va voir que ces personnes ont parfois tendance à persévérer, à refuser de changer de point de vue ou de comportement et ont des difficultés à accueillir la nouveauté. L'autre point qui est souvent en difficulté, c'est la planification, donc le fait d'organiser, de planifier des tâches, ce qui demande souvent de l'aide dans le cursus scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'apprentissage dans l'inclusion en milieu scolaire? On va retrouver des enfants qui souvent ont une certaine lenteur et donc l'importance du temps supplémentaire, des difficultés d'attention, mais parfois ces stimulations sensorielles sont importantes, donc on va essayer d'éviter les éléments distracteurs. La compréhension, je vous ai parlé de la compréhension littérale, l'importance d'avoir des consignes qui sont claires et précises, la compréhension des consignes, des textes, quand il faut avoir des questions sur un texte, le « il », c'est à la fois le monsieur, c'est à la fois l'homme au chapeau jaune, et la résolution de problèmes peut être compliquée aussi. L'importance de support visuel, parce que même si ces personnes ont des bons niveaux de langage, souvent le support visuel aide beaucoup. Et dans les consignes, je pense aussi, quand on demande un travail, c'est 10 pages, c'est 10 lignes, c'est donc la nécessité vraiment d'être très clair. De l'aide au niveau des fonctions exécutives, dans l'organisation, le rappel lors de changements de consignes, la focalisation sur les détails. Elle demande parfois de l'aide à faire en termes de priorité, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord, qu'est-ce qui est le plus important. La sensibilité au changement nécessite de l'anticipation. L'anticipation, ça veut dire qu'il y a un changement de professeur, il y a un changement de local, c'est important de pouvoir anticiper avant que l'enfant n'arrive à l'école. Les problèmes de graphomotricité, de lenteur, demandent parfois l'aide de l'ordinateur, l'aide de quelqu'un qui va prendre note. Parmi les sensibilités sensorielles, toujours le bruit, le mouvement. Donc la place dans l'auditoire ou dans la classe sera toujours important. L'utilisation parfois de casques anti-bruit pour justement pouvoir se concentrer dans certaines situations.
Le manque d'adaptation au contexte, souvent le besoin d'un mode d'emploi, d'expliquer ce qu'on attend de la personne, mais surtout donner des modèles, permettre d'imiter, notamment la gestion de la parole pendant le cours. Certains enfants ou certains jeunes, si le sujet les intéresse beaucoup, vont interrompre le prof de différentes façons et vont parfois monopoliser aussi le cours. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre des règles et dire, bon ok, tu as 5 minutes ou après le cours, pendant 5 minutes ou pendant un quart d'heure, on va pouvoir discuter de tes questions. Souvent, ce qu'on observe, notamment chez des jeunes en humanité, c'est un manque de motivation, manque d'intérêt, et parfois c'est très compliqué de trouver des éléments moteurs, parce qu'effectivement, étudier une matière qui n'est pas intéressante, c'est d'autant plus difficile pour une personne qui n'en trouve pas le sens et qui présente un trouble autistique. L'envahissement parfois par ses propres intérêts. L'enfant, le jeune peut effectivement monopoliser la parole par rapport à ses intérêts, mais c'est important de valoriser les intérêts spécifiques, pouvoir permettre de faire des exposés, pouvoir permettre dans un groupe justement d'avoir cette personne qui va pouvoir justement développer telle ou telle thématique. Il faut savoir que souvent, tout ce qui se passe engendre une surstimulation, des stress, des tensions, et donc souvent la possibilité de pouvoir quitter la classe, de pouvoir avoir des espaces de ressourcement, de pouvoir aller faire un tour à l'extérieur, d'avoir des pauses entre les cours. Les cours de sport souvent demandent des aménagements individuels parce que les sports en équipe sont souvent compliqués et la maladresse motrice rend parfois les sports très difficiles, notamment je pense chez les adolescents. Et donc souvent au niveau de l'intégration sociale, c'est parfois très compliqué. Il faut parfois travailler la motivation en dehors des cours. Et savoir que cette adaptation demande beaucoup d'énergie psychique et donc il faut tenir compte de cette fatigue intense et de la nécessité parfois de faire un arrêt, parfois de mettre le jeune en arrêt pour pouvoir se reposer. Le monde social, il y a des difficultés d'intégration sociale, souvent peu d'amis, souvent parfois sujet de moquerie. Ce sont des jeunes qui vont avoir tendance à parler sans filtre et qui sont sensibles à l'injustice. Donc, ils vont pouvoir dénoncer le tricheur ou dénoncer celui qui n'a pas respecté la règle et pas se faire forcément des amis dans la classe. Ça peut devenir un bouc émissaire et des enfants qui vont être victimes de harcèlement, développer des troubles anxieux, dépressifs. Donc je pense qu'il y a vraiment un grand travail à faire sur comment est-ce qu'on peut être bienveillant au niveau du monde social par rapport à ces jeunes. Donc ce sont des parcours scolaires qui sont parfois très complexes, mais alors je pense qu'il y a une certaine lucidité des adolescents quant à leurs défis sur le plan social, et parmi leurs forces, il faudra vraiment citer la persévérance et le dépassement de soi. Alors, en milieu universitaire, je pense qu'on peut reprendre les différents points que je vous ai dit là. Je pense qu'il me reste presque plus de temps. Donc voilà, tenir compte des sensibilités sensorielles au niveau des lieux, de la place dans l'auditoire, du repérage des lieux, d'aide à la gestion du temps, à la planification, à l'organisation, octroi de temps supplémentaire. De nouveau, la compréhension des consignes, l'importance de supports visuels, je pense les notes de cours, les exposés distribués préalablement au cours, l'aide à la prise de notes. Là, dans la réalisation des travaux, la nécessité toujours d'être clair, de mettre en valeur les intérêts spécifiques et les connaissances approfondies, et donc aussi parfois dans ce qui est des travaux de groupe, le choix des collègues pour savoir effectivement qui peut amener un soutien bienveillant. Privilégier les petits groupes en termes de relations sociales, sensibiliser les étudiants ou parfois un étudiant sous forme de tutorat, c'est une question. Gérer la parole, transmettre l'information via email ou SMS plutôt que verbalement. J'ai insisté sur les supports visuels. Anticiper des événements plus exceptionnels. Et en termes d'examen, là aussi, l'importance de pouvoir reformuler parfois des questions, d'avoir des explications individuelles,
La place de l'ordinateur, est-ce qu'il faut privilégier l'oral ou l'écrit? Je pense que tout ça dépend de chaque jeune. L'environnement calme, l'intensité lumineuse, les temps supplémentaires, les repères visuels et la possibilité de quitter la salle. Et alors, je m'arrêterai 2 minutes sur la fin du cursus aussi, parce que je pense qu'il y a une attention particulière une fois que ces jeunes ont un diplôme. Pour entrer dans le monde professionnel, il y a tout un autre challenge qui est mis en place, et donc l'aide à la rédaction du CV, la préparation à des entretiens d'embauche, des discussions sur ce que sont les relations professionnelles au travail sont aussi extrêmement importantes. Alors ceci n'est évidemment pas une liste exhaustive, ce sont un peu des idées que j'ai pu mettre en place suite à mon expérience, mais donc je conclus, je pense que c'est temps. Donc les adaptations nécessaires ne sont possibles que dans un dialogue constructif avec la personne concernée et éventuellement certains membres de son entourage. Je pense aux parents qui sont parfois très présents, aux accompagnants, sur ses besoins spécifiques. Et on a vu qu'il y avait une diversité de présentations et donc ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre jeune et à sa manière aussi d'appréhender ses études universitaires. Et je pense que les interactions entre ces différents modes de pensée doivent vraiment pouvoir être une source de richesse pour les uns comme pour les autres. Je vous remercie pour votre écoute.